Bonjour à toutes et à tous. Merci à Marie-Hélène Certin et à Gérard Pelé de m'avoir proposé de participer à cette session du Congrès. Alors, je vais me faire aujourd'hui la porte-parole de la commission santé-accueil des personnes LGBT du planning familial d'Ille-et-Vilaine. Le planning familial, c'est une association féministe et d'éducation populaire. Alors, cette communication, elle a été écrite collectivement par des membres de la commission et par moi-même. Je vais me situer, je vais dire d'où je parle. Je suis bisexuelle, je suis cisgenre, c'est-à-dire que mon genre ressenti correspond au sexe qui m'a été attribué à la naissance et je ne suis pas médecin. Alors, mon intervention, elle va se dérouler en 3 temps. Pardon. C'est bon, oui. Ça devrait marcher. Donc, je vais d'abord présenter le contexte de notre démarche. Ensuite, je vais aborder la question de la formation, celle qu'on a suivie nous-mêmes et les formations qu'on donne. Et puis ensuite, je vais parler des actions qu'on a concrètement mises en place sur le terrain. Alors, le contexte de notre démarche. Donc, je vais d'abord présenter rapidement le planning, ses centres de planification et aussi la commission santé-accueil des personnes LGBT. Alors, notre réflexion, elle a démarré en 2013. Elle était portée par plusieurs militants et militantes d'associations féministes et ou LGBT qui étaient également militants au planning familial 35. L'association, elle gère 2 centres de planification et d'éducation familiale. Pour dire vite, je vais les appeler CPEF, un à Rennes et à Saint-Malo. Ce sont des structures pluridisciplinaires dans lesquelles travaillent une gynécologue, des médecins généralistes formés en gynécologie, des psychologues, des conseillères conjugales et familiales. Alors, selon leur histoire, selon les relations avec l'autorité de contrôle qu'est le conseil départemental et la dynamique associative, les centres de planification et d'éducation familiale ont plus ou moins ouvert leurs services à une acceptation plus large de la santé sexuelle et de la vie relationnelle et affective. Donc, par exemple, les missions relatives à l'accès à la contraception et à l'information sur l'interruption volontaire de grossesse, qui sont les missions classiques des CPEF, à ces missions-là peuvent s'ajouter des actions sur le dépistage ou aussi sur les violences sexuelles. Alors, les CPEF du planning familial 35, ils proposent ces services depuis déjà de nombreuses années, mais toutefois, ils les proposent avec une orientation hétérocentrée et un impensé sur l'accueil des personnes LGBT. Par exemple, les accueils qui sont proposés, ils étaient jusqu'à peu très souvent liés à une sexualité pensée comme potentiellement procréative. Or, nous, les militants et les militantes, on voulait que tous les services qui étaient proposés par les CPEF du planning familial 35, ils profitent aussi aux personnes LGBT. En fait, jusqu'à il y a quelques années, le planning familial 35 se présentait comme une structure qui accueille tout le monde. Mais nous, on savait qu'il y avait des personnes LGBT qui avaient été mal reçues. Et en fait, l'expression « tout le monde », elle témoignait certes de bonnes intentions, mais elle ne reflétait pas la réalité. Alors, j'ai raté l'émission des CPEF. Alors, la commission s'était donné plusieurs objectifs. C'était tout d'abord travailler à la mise en réseau des associations LGBT du département sur la thématique de la santé et plus particulièrement de la vie relationnelle, affective et de la santé sexuelle. En fait, ça nous tenait vraiment à cœur, c'était une étape très importante parce qu'il n'était pas question que le planning familial parte seul à travailler sur cette thématique. Un autre objectif, c'était de positionner l'association et ses 2 centres de planification comme des structures, d'une part, accueillantes pour les personnes LGBT et plus particulièrement en direction des lesbiennes et des personnes trans. Et puis pour ça, il a fallu se former. Et aussi comme des structures qui répondraient mieux à leurs besoins en santé et notamment pour les personnes trans, il y avait la question de l'accès à l'hormonothérapie. Alors, la question de la formation, comment on s'est formé, comment on propose des formations au personnel soignant. Donc, la formation, ça a été une de nos premières préoccupations. Alors, la priorité pour garantir un accueil sans discrimination était de travailler sur nos propres représentations sur les personnes LGBT pour que l'ensemble de l'équipe salariée, depuis la chargée d'accueil jusqu'aux médecins, en passant par les conseillères conjugales et familiales, pour que ces personnes-là, pour que les salariés questionnent l'affirmation « au planning, on accueille tout le monde » et pour que les soignants et les soignantes puissent être dans une posture réellement non discriminante. Alors, il s'agissait dans un premier temps de travailler à faire que le planning familial 35, qui est de culture historiquement hétérocentrée et hétéro-cis normative, devienne un lieu vraiment pour toutes et tous.
Alors, l'ensemble des salariés a donc été formé à l'accueil des lesbiennes et des personnes transgenres. Il s'agissait de déconstruire les préjugés qui associent une identité de genre ou une orientation sexuelle à des besoins particuliers, à l'exclusion d'autres. Alors, je vais donner quelques exemples. Une lesbienne peut être victime de violences conjugales au sein de son couple. Elle peut être aussi en demande d'IVG. Un homme trans, il peut avoir besoin d'un suivi analogue à celui d'une femme cisgenre. Les temps de formation, ils ont eu des effets concrets sur la pratique quotidienne en termes techniques et administratifs. Donc, au cours des accueils, quels qu'ils soient, et que ces accueils soient réalisés par des médecins ou des conseillères, une attention est portée à ne pas induire les besoins des personnes accueillies. Alors concrètement, on essaie de demander aux personnes, souhaitez-vous un moyen de contraception plutôt que quel est votre moyen de contraception ? Une procédure a été mise en place pour l'utilisation du prénom et du genre adéquat pour les personnes transgenres. Alors, par exemple, on évite d'appeler Monsieur X ou Madame Y en salle d'attente. On énonce les noms et les prénoms de la personne. Et par ailleurs, on force aussi sur notre logiciel médical la carte vitale pour indiquer le prénom choisi par la personne. Alors, on s'est formé nous-mêmes et on a aussi formé les professionnels de santé à l'accueil en santé des personnes LGBT avec un focus sur les lesbiennes et les personnes transgenres. Notre souhait, c'était de pouvoir travailler à la diffusion et au partage des pratiques de terrain avec d'autres professionnels et notamment des professionnels de santé. Alors le planning familial, il a une approche politique de la santé. C'est une structure qui a l'usage de questionner ses propres pratiques, de les adapter aux besoins des personnes et puis ensuite de les diffuser à l'extérieur. Alors la diffusion, elle se fait de la manière dont je l'ai décrite et elle se fait aussi parce que la plupart des médecins, la quasi-totalité des médecins qui travaillent au planning, ils ont aussi une autre pratique professionnelle en dehors, en cabinet. Donc elles travaillent au planning familial, ils peuvent aussi le travailler dans leur pratique à l'extérieur. Fin 2016 et fin 2017, on a organisé des sessions de formation d'une journée qui est à destination des professionnels de santé. Ce dispositif, il a bénéficié de financement de l'Agence régionale de santé Bretagne. Alors pour nous, c'était très important parce que ça constituait à la fois une reconnaissance des besoins des populations, une reconnaissance de notre travail, et puis cela nous ouvrait des perspectives. Alors, les objectifs de la formation sont de mieux comprendre le contexte de vie des personnes LGBT, de réfléchir à l'accueil et aux enjeux d'accès aux soins de ce public, d'acquérir un savoir médical et technique sur leur santé. La formation, elle est animée par 3 personnes. Il y a une bénévole de l'association, une médecin et un psychologue. Les sessions, elles ont réuni des médecins généralistes, des médecins gynécologues, des soignants et des soignantes de services de médecine universitaire et des infirmières, notamment des infirmières scolaires. Alors concrètement, pendant la formation, les participants sont invités à travailler sur leur représentation. Il y a par exemple un jeu de présentation qui les invite notamment à dire aux autres participants et participantes quand et comment ils ont annoncé leur hétérosexualité à leurs proches, ou bien à dire qu'est-ce que ça vous fait quand on vous mégenre, donc quand on vous attribue un mauvais genre, donc c'est-à-dire quand on vous appelle madame alors que vous vous définissez comme un homme, ou quand on vous appelle monsieur quand vous vous définissez comme une femme. Au cours de la formation, les participants entendent, lisent des témoignages de personnes LGBT qui relatent des mauvaises expériences avec des soignants et des soignantes. Ils travaillent aussi sur les notions de santé communautaire, sur la nécessité de prendre appui sur les connaissances des concernés. Et enfin, ils s'exercent à recevoir des personnes LGBT lors de jeux de rôle. L'objectif, c'est d'être, comme le disait Ève tout à l'heure, d'être plus à l'aise pour prendre la réalité des désirs telle qu'elle est. Alors, chaque session a été particulièrement appréciée, les retours des formés ont été positifs. L'objectif, c'est de démultiplier un accès bienveillant à la santé au-delà du CPEF du planning familial 35. Nous, le planning familial, nous, on se positionne comme un laboratoire pour mettre en place des actions qui ensuite se diffusent auprès des professionnels de santé d'autres secteurs, l'éducation nationale, la médecine de ville. On donne l'impulsion, on entend les besoins, on montre que c'est possible d'y répondre, on se montre aussi tel qu'on est, donc on ne partait pas d'une très bonne situation. Et puis on soutient ensuite les professionnels.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour répondre aux besoins des personnes LGBT? Donc, tout d'abord, on a communiqué. Ça, c'était un vrai travail, une étape importante, parce que déjà, le planning familial, il a une image... c'est plutôt une structure qui est perçue comme permettant l'accès à la contraception et à l'avortement. Et puis d'autre part, on savait que notre accueil n'avait pas toujours été correct. Donc on s'est appuyé pour communiquer sur le réseau qu'on a bâti avec les associations partenaires LGBT. On a désormais leur confiance et pour nous, c'est très précieux. Il y a par ailleurs un membre du centre gay, lesbien, bi et trans de Rennes qui fait partie de notre conseil d'administration. Donc ça montre notre volonté de travailler sur ces questions sur une temporalité longue. On fait des publications régulières sur notre page Facebook. Et puis l'association participe depuis plusieurs années à la Marche des Fiertés, à la Journée internationale de lutte contre l'homophobie. On a développé aussi une offre de soins qui correspond mieux aux besoins. Alors, on a pu constater une augmentation de la fréquentation de nos consultations, tant médicales que psychologiques, par les lesbiennes et les trans. On a aussi une action de prévention avec un de nos partenaires associatifs, l'ENIPS. C'est une intervention dans un sauna rennais sur un créneau fréquenté par des hommes ayant des relations avec des hommes. Donc, ça nous permet également de communiquer auprès de cette population qui se saisit notamment de nos propositions de consultation psychologique. Alors, quelques chiffres. En 2017, 49 personnes trans ont été suivies en consultation médicale et 37 personnes LGBT ont été reçues pour des entretiens psychologiques. Depuis un an, ça on en est très content, on a réussi à ouvrir des consultations d'hormonothérapie pour les personnes trans. Donc ça a été possible parce que on a mis en place une formation médicale technique spécifique. À l'époque, on a commencé à travailler sur cette question. Il n'y avait quasiment aucun endocrinologue qui acceptait de faire des hormonothérapies pour les personnes trans en Bretagne. Donc ça obligeait les personnes à aller au mieux à Nantes, c'est pas encore trop loin. Au Mans, c'est un peu plus loin et le plus souvent à Paris. Donc il y avait un vrai désert médicale sur cette question dans notre région et un gros problème d'accès aux soins et au suivi. Le but, c'était donc d'une part d'offrir un accès aux hormonothérapies en Bretagne et d'autre part de construire cet accès avec des personnes concernées pour qu'il soit adapté à leurs besoins et aussi respectueux. Et par ailleurs, un petit peu à l'extérieur du planning, mais néanmoins porté par des médecins qui travaillent à l'association et par des personnes trans. Donc toutes ces personnes-là ont participé à la création de l'association REST, Réseau Santé Trans, dont l'objectif est de permettre un accès à la santé et à l'hormonothérapie pour les personnes transgenres. Ce réseau, il a vocation à accompagner les personnes dans le soin et dans la transition, et non à valider une demande de changement d'identité, au contraire des équipes officielles. L'accès à l'hormonothérapie se base sur la notion d'autodétermination de genre des personnes prises en charge. Alors après 5 années de travail, la Commission voit quotidiennement les effets de son investissement dans les pratiques du planning familial. Les professionnels ont été formés et ils accueillent des transgenres et des lesbiennes sur des questions de santé sexuelle, ainsi que des gays lors des consultations psychologiques. Par notre volonté politique de militants et de militantes, en fait, on s'est servi d'un outil qu'on avait à notre disposition, à savoir un centre de planification et d'éducation familiale, pour développer des actions en santé sexuelle inclusive des personnes LGBT et aller vers un fonctionnement qui se rapproche de plus en plus d'un centre de santé sexuelle. Et puis, au-delà du planning, ça c'est vraiment très important pour nous, il y a des bonnes pratiques qui se mettent en place en médecine de ville. Notre rôle, nous, il est de soutenir les professionnels de santé intéressés. Je vous remercie. Merci. Donc, je donne la parole à Bertrand Riff,